Si tu pouvais transformer ta vie en claquant des doigts, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Tu changerais quoi? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Provoque, c'est une impulsion. La mienne, peut-être la vôtre aussi. Bonjour, je m'appelle Morgane Cléré. Je suis entrepreneur dans la communication. Je ne suis donc ni coach, ni psy, ni prof, ni agrégé de philosophie. Je n'ai pas non plus la science infuse, mais j'ai mon expérience de vie et surtout, j'ai le goût des autres. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre et d'évoluer grâce à ceux qui ont trouvé les clés pour être épanouis et j'ai envie de vous en faire profiter. J'ai donc créé Provoque pour nous motiver à provoquer notre bonheur grâce aux conseils et témoignages de vie singulières de celles et ceux qui ont osé sauter des barrières et vaincre leur peur pour être plus heureux. Tout au long de chaque épisode, vous trouverez des outils, des exercices et des astuces à mettre en pratique au quotidien. Tendez bien l'oreille et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les petites clés du jour. Spécialiste en communication et relations presse dans le cinéma pendant 30 ans, Corinne de Bury a travaillé pour les plus grands et a vécu une véritable histoire d'amour avec le Festival de Cannes. Elle a consacré tout son cœur, toute son énergie, son temps et s'est dévouée à son travail jusqu'au burn-out. Sa devise aujourd'hui, « Je serai toujours disponible, mais je ne suis plus à votre disposition ». Après une longue traversée du désert, Corinne rêve à nouveau. Elle a lancé Madame Rêve à Marrakech, une marque de céramique et décoration. Alors comment a-t-elle pu ressentir un tel vide après 30 ans de vie professionnelle si exceptionnelle et si intense? Comment son burn-out s'est-il faufilé dans sa vie sans crier gare? Et comment a-t-elle réussi à en sortir? Corinne nous permet de comprendre à quel point il est important de continuer d'avoir des rêves et surtout de ne pas les oublier. Alors silence, moteur, ça tourne. Bonne écoute! Je m'appelle Corinne de Bury, j'habite à Marrakech depuis presque 3 ans maintenant. Je suis née à l'étranger, je suis née sur ce continent, à Douala, au Cameroun. Mes parents étaient déjà expatriés. J'ai le goût des voyages, j'ai 50 ans. En Afrique, on a grandi très libre. Ça ne voulait pas dire qu'on n'avait pas d'éducation, mais il y avait vraiment une certaine liberté. Et en France, je suis arrivée en tout cas, ce manque de liberté m'a beaucoup frappée. Tout était déjà codé, déjà à l'époque. Après, je suis partie à Lyon faire les FAP. J'avais cette envie de liberté encore. Et alors tu m'as dit que tu avais une grande passion pour le cinéma depuis ton adolescence. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors cette passion du cinéma, elle a commencé assez bizarrement parce qu'il y avait un cinéma à Douala. Et donc on y allait de temps en temps, mais assez rarement quand même. Par contre, le goût du cinéma, il m'a été transmis parce que j'avais un ami de mes parents qui recevait les invendus du magazine Première. Et je me précipitais dessus et je lisais donc les sorties de films que je ne voyais pas puisqu'on n'avait pas du tout de films récents à Douala. Et quand en 81 les vidéoclubs ont commencé à pousser et à s'ouvrir un peu partout à Douala, ça a été pour moi extraordinaire. Mon père avait un goût pour les westerns. J'ai vu tous les films de John Wayne grâce à lui. Puis après, j'ai moi-même affiné mes goûts et la passion du cinéma, elle est née là. Quand tu étais adolescente, comment tu t'imaginais plus tard? Je voulais écrire très tôt et le goût des médias parce qu'on écoutait RFI tous les matins. Et donc, c'était voilà les médias, l'information et puis écrire. Il y avait quelque chose qui m'attirait, qui m'a attirée très tôt et je me voyais bien écrire et les gens autour de moi m'y ont encouragée. C'est pour ça que je suis arrivée à l'EFAP persuadée que c'était une école où je pouvais éventuellement être journaliste. Même si dans le mot EFAP, c'est l'école française des attachés de presse. Mais il y avait un cursus journaliste, et puis pas du tout. Enfin, j'ai écrit, mais de l'autre côté. J'ai choisi ensuite le métier d'attaché de presse, en fait. Moi, j'ai aimé le goût de ce lien entre faire la promotion d'un article, d'une marque, d'un événement, peu importe, et les relations avec les médias. Là, je me suis vraiment trouvée. Et je pouvais toujours écrire parce qu'à l'époque, on écrivait des synopsis de films. Et je me suis dit surtout, en étant attaché de presse, tu vas pouvoir
allier un métier et une passion. Tu vas pouvoir être attaché de presse dans le cinéma. Il y en a qui vont courir, il y en a qui, je sais pas, font de la cuisine. Moi, j'allais au cinéma. D'ailleurs, c'est vrai, en fait, à Marseille, quand j'ai passé mon bac à Marseille, en terminale, tous les mercredis, j'allais voir 2-3 films. Je mangeais, je bouffais du cinéma, je vivais cinéma. Ouais, oui, j'achetais Première toutes les semaines, tous les mois, pardon. Là, à ce moment-là, en France, je pouvais acheter Première. Puis après, j'ai travaillé avec les journalistes qui étaient dans la rédaction de Première. C'était génial. Je les avais lus et après, je travaillais avec eux. C'était drôle. Et qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma, en fait? Qu'est-ce qui te plaît dans les films que tu regardes? Moi, je pense que c'est toujours le fait de raconter une histoire et de comment on la raconte. Finalement, une histoire d'amour, ça se raconte de centaines de manières différentes. C'est l'approche d'un metteur en scène, c'est l'approche d'un scénariste, c'est comment on raconte une histoire. Et ce que j'aime, c'est quand un film arrive à vous faire oublier que vous êtes dans une salle de cinéma, parce que l'histoire, elle sort de l'écran et elle vient vous chercher. Et quand il y a une émotion, c'est extraordinaire. Des fois, j'analyse pas, hein, est-ce que c'est le talent du metteur en scène ou est-ce que c'est juste que ça vient vous prendre et moi, ça m'emmène loin. J'ai appris toute seule et puis après, j'ai rencontré quelqu'un dont le cinéma était vraiment la passion. C'était Bruno Bard. C'était mon premier employeur. J'ai travaillé 10 ans avec Bruno, qui est attaché de presse indépendant à l'époque. Et ça a été 10 ans, j'ai beaucoup appris avec lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, dans les larmes, mais parce que c'était quelqu'un de très dur, mais c'est quelqu'un de très intelligent. Et est-ce que tu pourrais justement expliquer ce que c'est exactement que le métier d'attaché de presse, pour ceux qui savent pas forcément ce que ça veut dire? Alors, le métier d'attaché de presse à l'époque, hein, parce que ça a beaucoup changé, t'excite mes anciens camarades. À l'époque, justement, on voyait un film et on écrivait un synopsis et on discutait de stratégie avec le distributeur du film. Quel positionnement, essayer d'anticiper quel type de média allait aimer le film ou pas, selon le sujet. Donc, c'est tout un travail aussi d'appréhension des médias. Et une fois de plus, faut pas oublier qu'en 90, évidemment, il y avait beaucoup moins de médias que maintenant. Donc, il y avait 3 catégories, hein, presse écrite, radio, télé. Et dans la presse écrite, il y avait mensuel, hebdomadaire, et il y avait la presse quotidienne régionale. Donc, l'idée, c'est toujours de faire le lien entre un film, le public, et avec quel média et par quel média toucher ce public. C'est aussi quand pour un film français notamment, c'était avoir les disponibilités des comédiens s'ils n'étaient pas en tournage, retenus en tournage ailleurs, et organiser un planning d'interview. Et savoir qu'il faut faire des interviews, qu'il fallait faire des interviews 3 mois avant pour un mensuel, ou 2 mois avant en tout cas pour un mensuel, organiser des séances photos. Moi, j'ai une chance folle. Le premier gros film sur lequel j'ai travaillé avec Bruno Bard, ça faisait à peine 3 mois que je travaillais avec lui. On a eu ce film de Henri Verneuil qui s'appelle Mayrig et 588 rue Paradis. Donc, j'ai travaillé tout de suite avec Omar Sharif, Claudia Cardinal et Richard Berry dans les rôles principaux. Très belle aventure. C'est le film qu'on a emmené à l'Opéra à Marseille pour une avant-première. C'était l'émotion d'Henri Verneuil, son fils, et puis Claudia, qui est une comédienne exceptionnelle. Comment on fait alors pour se distinguer dans le monde du cinéma, pour exister, pour réussir à travailler avec des personnes comme Bruno Bard? Je pense qu'il faut faire preuve de sérieux, ne pas être ébloui par les comédiens, parce que si à chaque fois qu'on rencontre un comédien, on demande un autographe, ça peut pas fonctionner. C'est peut-être un esprit analytique et c'est avoir envie de raconter des histoires. C'est tout faire pour que le film qu'on défend ait sa place dans les pages des journaux. Ouais, ça c'est la volonté, l'envie. Je l'avais vraiment. J'avais pas envie de travailler avec les comédiens, j'avais envie de défendre le cinéma. Je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. Je pense à l'époque. Faudrait demander à Bruno Bard, mais comment toi tu as fait finalement pour réussir à travailler avec Bruno Bard? Comment ça s'est passé ton lancement de carrière professionnelle? Est-ce que il y a eu une rencontre spécifique? Enfin, je veux dire, est-ce que t'as tout simplement envoyé un CV à l'époque? Comment t'as fait? J'ai appelé Bruno Bard. On s'est vu avec Bruno. Et l'entretien s'est mal passé. Donc, je suis repartie. Je savais que je ne serais pas prise. Donc, en attendant, j'ai vendu des abonnements au Figaro tous les soirs par téléphone. J'ai fait 2-3 petits boulots à Paris. Donc, je me suis retrouvée à faire un stage à la Fox, qui était rue de Marignan à l'époque, avec Françoise de Seine. Et rue de Marignan, il y avait une boîte de prod dans laquelle Bruno Bard travaillait. Et c'est la projectionniste, ou la fille qui était à l'accueil de cette salle de projection, à qui j'avais offert des
des trucs de Tortue Ninja, de la Fox pour son fils. Enfin voilà, des fois, c'est des choses qui sont tellement infimes. À parler de moi à Bruno. Et donc, il a écouté cette jeune femme en disant, bon, je vais la rappeler. Il s'était passé 1 an, j'avais appris d'autres choses, j'avais peut-être une autre approche du cinéma. Il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un, je vous embauche. Tout de suite. Et il m'a appris les méthodes de travail, il m'a appris ce métier d'attaché de presse parce qu'il le faisait remarquablement bien. Bon, c'était quelqu'un qui est très tranché. Peut-être aussi qu'on se complétait. Moi, j'étais très presse grand public et lui très Télérama, Libé, Le Monde. J'ai appris aussi grâce à lui. À l'époque, il n'y avait pas encore non plus les Inrecuptibles. Il m'a tout appris. Ce qu'on apprend sur les bancs de l'EFAP, c'est pas tout à fait ce qui se passe dans la réalité. Il avait une rigueur que j'aimais bien aussi. J'ai commencé avec lui en septembre et au mois de mai, c'était mon premier festival de Cannes avec lui. Et il m'a mis une pression infernale pendant 2 mois en me disant, vous savez, Corinne, en général, mes assistantes, elles passent pas le festival de Cannes. Et en fait, on en a fait 10. Quand j'avais 23, 24 ans, 22 ans, 23 ans, j'avais 3 rêves. Celui d'être attachée de presse de film et celui de travailler sur le festival du film américain de Deauville. Et puis j'avais un 3e rêve qui était de travailler à Canal+. Et donc quand Bruno est revenu au bureau, il m'a dit, on a une proposition pour travailler au festival du film américain de Deauville. J'ai sauté de joie. Et ensuite, t'es passé du cinéma à la télévision, puisque t'as travaillé pour TF1 et pour Canal+, justement, ton 3e rêve que t'as réalisé. Ouais, c'est vrai. Il y a eu un moment où j'étais fatiguée. On avait de moins en moins de bons films et que pour trouver ce moteur-là, c'était compliqué. Et un jour, Nagui m'a appelé. Il dit, à la rentrée, je vais animer Nulle part ailleurs sur Canal et j'ai mon équipe, il me manque une personne. Est-ce qu'on peut se voir? Et j'étais contente d'aller vers ce média, enfin d'aller surtout travailler à Canal et sur l'émission mythique Nulle part ailleurs. À l'époque, c'était quand même, c'était extraordinaire au début. Et puis j'ai vite arrêté. Donc, je suis partie à TF1, appelée par quelqu'un qui s'appelle Alexandre Rubini, qui était mon 2e mentor après Bruno Bard. Et j'ai rejoint Alexandre dans l'unité jeux, variété, divertissement à TF1. Et là, on a été chercher ensemble, par exemple, Les Enfoirés, qui était à l'époque sur France 2. Et puis, il est reparti à Canal, lui, à la direction des programmes, et il m'a emmené avec lui. Et donc, je suis retournée à Canal 1 an et demi après, à la direction des programmes. Et travailler dans le cinéma et dans la télé comme ça pendant 10, 15 ans, jusqu'à ce que tu deviennes freelance, en fait, ça devait être une vie à 1000 à l'heure. Ouais. Pas d'horaire. Parce que ne serait-ce qu'à TF1, l'enregistrement des émissions, c'était jusqu'à minuit, 1h du matin. Nulle part ailleurs, les émissions en direct, au moins jusqu'à 21h. Donc effectivement, c'est peu d'horaires, beaucoup de voyages. J'ai eu la confiance de Bruno Bard et ensuite la confiance d'Alexandre Rubini. C'est 2 personnes qui ont énormément compté pour moi professionnellement. C'était comme des locomotives et une fois que j'accrochais mon wagon derrière cette locomotive, je déraillais pas. J'y suis allée à fond à chaque fois. Je les ai vraiment suivis parce que j'avais confiance en eux, parce qu'ils avaient confiance en moi. Finalement, t'es devenue freelance, t'as quitté un peu le monde du cinéma et le monde de la télévision pour travailler quand même en tant qu'experte cinéma, mais plutôt au côté événementiel. Qu'est-ce qui t'a fait justement quitter aussi ces locomotives, comme tu dis? L'amour. J'ai rencontré celui qui a été mon mari et j'ai décidé de le suivre. Il habitait à Genève à l'époque, et donc j'ai tout arrêté. Enfin, j'ai quitté Paris en 3 semaines pour le suivre parce que je croyais en cette histoire. J'ai eu raison d'y croire d'ailleurs. Mes copines me disaient, mais t'es citadine, t'es folle, tu peux pas quitter Paris. Ben si, j'avais pas envie de vivre, nous n'avions pas envie de vivre cette histoire entre le TGV du vendredi et celui du lundi. Et donc je suis partie. Et je me suis posée. Après une vie trépidante, comme tu le soulignais, j'ai pu aller chercher ma fille à l'école. J'avais une fille qui avait 5 ans et demi à l'époque. Essayer de cuisiner, essayer de jardiner, essayer de bouquiner. Aller au cinéma pour voir les films que j'avais pas eu le temps d'aller voir. Donc je me suis posée, ça a été important. Ce qui m'a marqué, tu m'as écrit un petit récapitulatif par mail quand même, pour que je puisse m'y retrouver. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu me parles de toute ta vie professionnelle jusqu'à ton départ de Canal+, en me racontant tout ce que tu as fait
depuis finalement les FAP jusqu'à Canal. Et puis tout d'un coup, dans ton texte, tu me dis que t'as passé un mois de vacances. Et c'est derrière, en fait, où finalement t'as switché un peu et où t'es parti à Genève. Et ce mois de vacances, dans tout ton descriptif, ça m'a fait un peu sourire parce que je me suis dit, mais en fait, elle travaillait tout le temps. Puis tout d'un coup, elle s'est arrêtée brutalement. Et puis elle a vu les choses autrement, quoi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que, et on en reparlera tout à l'heure, mais ce qui t'est arrivé plus récemment et ton changement de cap, ça s'est aussi passé après finalement un peu quelques vacances. Je pense que ça devrait être obligatoire, en fait. Enchaîner les boulots, enchaîner les horaires, enchaîner les missions, la pression. On n'avait pas cette pression-là dans les années 90. Elle est très présente maintenant dans le milieu, dans les méthodes de management, dans le milieu professionnel. Ça a beaucoup changé. Et cette pression, elle est presque insupportable. Et on devrait pouvoir se poser, on devrait pouvoir finalement. Non, je pense que de temps en temps, savoir s'arrêter, savoir lever le pied, pouvoir le faire en tout cas, c'est important. C'est important pour prendre de la hauteur, c'est important pour se reposer, c'est important pour se recentrer, c'est important pour avoir du temps pour soi. On oublie qu'on a besoin d'avoir du temps pour soi. C'est extrêmement important. Et quand on est entraîné comme ça dans une vie où finalement on travaille tout le temps, les téléphones portables maintenant à notre disposition font qu'on est tout le temps à la disposition des gens. Je vois bien qu'on a accéléré cette mise à disposition quand dans nos vies professionnelles. Hein. Je vois bien le changement. Et je dois dire que moi, j'ai eu du mal à le supporter. Tu as travaillé finalement non-stop de 1990 aux années 2000, comme une dingue, parce que aussi, j'imagine, le début de ta carrière, donc tu as mis vraiment toute ton énergie dans ton boulot et tu as quand même fait ta fille à ce moment-là, tu as réussi à tout gérer de front. Qu'est-ce qui t'animait vraiment à cette époque pour travailler comme ça, réussir à te faire un tel carnet d'adresses, parce que là, t'arrêtes pas de me citer plein de noms du cinéma français ou des médias. On sent quand même que t'as été par Monts et par Vaux pendant 10 ans. Qu'est-ce qui a vraiment motivé tout ça? Moi, je pense que je voulais être la meilleure, ou parmi les meilleures. Je voulais pas décevoir ni Bruno, ni Alexandre, ni les gens avec lesquels je travaillais. J'avais envie qu'on se dise qu'on était vraiment une équipe fiable et qu'on faisait du bon boulot, quoi. C'était ça qui était important. J'étais toujours animée par qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut le faire mieux, et toujours trouver des solutions. Donc être créatif, parce que j'ai appris que tu peux pas aller voir quelqu'un avec un problème. Tu dois aller voir quelqu'un avec un problème et une solution, voire 2 solutions. Parce qu'il faut faciliter le travail de ton N+1, quoi. Alors maintenant, j'ai remarqué que dans les grandes boîtes, il n'y a plus de décision du tout. Donc c'est pas la peine d'aller avec des solutions, ils sauront pas prendre de décision. C'est le grand changement. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude d'aller rentrer dans un bureau en me disant, alors voilà la problématique. Il y a 2 solutions ou 3. 1, on peut faire ça. 2, l'option, c'est ça. Et puis, on me demande d'essayer l'une des 3 options en premier. Donc, d'être toujours facilitateur et après la créativité pour trouver des solutions, effectivement, à chaque problématique. C'est ça qui m'animait, je pense. Faudrait poser la question à Bruno et Alexandre. Et est-ce qu'il finalement, il y avait quand même de la place dans tout ça pour ta vie personnelle quand même pendant ces 10 années? Il fallait jongler. Devenir une pro de l'organisation. Non, c'était compliqué. Ouais. J'ai eu des moments compliqués. Hein. Quand je partais loin de ma fille, elle avait 2 mois et demi. Même si c'était que 5 jours, voilà, c'était dur. C'était dur. C'était difficile les horaires, parce que quand on accompagne des comédiens en promo, il y a des émissions de radio qui sont tard le soir. On partait en province, donc il fallait jongler avec les nounous. Ma mère m'a beaucoup aidée, heureusement aussi à ce moment-là. Mon frère, qui était aussi installé à Paris, m'a bien filé aussi des coups de main. Mais je me suis retrouvée X fois à court de nounou. Donc effectivement, c'est des moments des fois de solitude intense. Ouais. Je pense que c'est pour ça que quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, je me suis dit, je suis passée à côté de beaucoup de choses. Là, j'ai pas envie. Donc tout d'un coup, dans ma vie, la priorité, ça a été à cette histoire. Et puis je me suis dit, voilà, je prends un aller simple et si ça fonctionne pas, je reviens à Paris. C'est grâce à ton carnet d'adresses justement que tu t'étais créé pendant 10 ans, que tu as pu travailler en freelance derrière et notamment dans l'événementiel, toujours finalement avec ton expertise cinéma, c'est ça? Ouais, j'ai travaillé avec 2-3 agences à Genève.
Donc j'ai fait plein de petites choses. J'ai fait venir Wong Kar-wai aussi en Chine. Il était à ce moment-là, je crois, à Hong Kong. Et il est parti à Shanghai pour récupérer un prix. Ça, je m'en étais occupée aussi. Depuis un petit village de 5000 habitants en Haute-Savoie, hein, faut le savoir. C'est ça qui est drôle. Voilà, Internet permet tout ça, quoi. Internet permet tout ça. Enfin, permettait tout ça. Ouais. Comme le podcast aujourd'hui. Oui, exactement, exactement. Donc finalement, personne ne sait vraiment où tu habites et tu peux faire des choses. J'ai eu l'opportunité de travailler pour une marque qui était partenaire officiel du Festival de Cannes à ce moment-là. Et j'ai été sollicitée par une agence d'événements pour répondre à un appel d'offres. On a gagné. Et là, grâce à cette marque, j'ai rencontré Antoine Drey de l'agence ADR Prod. Il produisait la plage Majestic pendant le Festival de Cannes et j'avais amené cette marque sur la plage Majestic. Et j'ai fait la connaissance d'Antoine et ses équipes et on s'est très très bien entendu. On s'était dit en se quittant qu'il fallait qu'on trouve un moyen de travailler ensemble. On a trouvé ce moyen-là. Donc, j'ai travaillé 10 ans ensuite avec Antoine. 5 ans freelance et 5 ans salarié. Ce Festival de Cannes, j'en ai fait 28. Mon premier, c'était en 88. 28. Oui, 28 en 30 ans, parce qu'il y en a 2 que j'ai pas fait, mais mon premier est en 88 et mon dernier en 2018. Et voilà, stagiaire, attaché de presse, dans l'événement, freelance, de plein de manières différentes. Ouais. Ça, c'était un rendez-vous très important pour moi. Je pense que ma famille me détestait tous les ans au mois de mai, mais pour moi, c'était très important. C'était un rendez-vous que je n'aurais manqué pour rien au monde. C'est vrai que tous ceux qui font le Festival de Cannes travaillent énormément pour le Festival de Cannes. Je crois que c'est quelque chose dont on se rend pas du tout compte quand on le vit pas, quand on n'y travaille pas. Mais c'est vrai pour avoir travaillé ensemble au Festival de Cannes, c'est sacrément difficile. C'était aussi pour moi l'expérience la plus difficile que j'ai eue en termes de physique, en fait. De tenir aussi longtemps sans sommeil, avec autant de stress. Ouais, c'est quelque chose de très éprouvant, mais c'est magique. Ça a été magique pendant longtemps pour moi. Ça ne l'est plus du tout. Le Festival de Cannes, c'était le fil rouge de ta vie professionnelle aussi. Tu l'avais adoré et qu'aujourd'hui, t'en as plus vraiment envie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, ce qui t'a déçu et surtout ce qui a changé, en fait, selon toi, ce qui a changé dans le cinéma tout au long de ces années qui t'a fait ne plus voir les choses, en tout cas, de la même façon? Moi, je trouve surtout que les dernières années, moi, je me marrais plus. On rigolait plus. Je me suis payé des fous rires inoubliables. Cécile, si tu m'entends. Des fous rires, vraiment, parce qu'on travaillait beaucoup, mais au moins, on rigolait, quoi. Là, franchement, les dernières années, moi, je me suis pas marrée, quoi. Je pouvais avoir une anecdote par jour, et les dernières années, j'en avais une par festival. C'est un réflexe qu'on a enfin, en tout cas, moi, je parlais du Pavel Palimovski, du Correda, et je me suis retrouvée avec des gens qui montaient les marches. Ils n'allaient pas au cinéma. Ils n'allaient pas voir un film. Ils montaient les marches. Ça fait partie du folklore cannois. Mais moi, tout d'un coup, ça m'a permis de me détacher de tout ça assez brutalement. Cette euphorie dingue, cette dinguerie en fait, m'a fait peur, alors que j'aimais faire partie de cette euphorie là. Tout d'un coup, ça m'a fait peur. Et surtout, je ne voyais plus de comédiens pour qui le Festival de Cannes était primordial dans une carrière, mais plutôt des blogueuses dont on comptait le nombre de followers sur un compte Instagram, monter les marches. Et donc tout ça, c'est pas ce que j'aimais en fait. Et tout ça fait que je m'en suis vraiment détachée. Pendant 2 ans, ça a été pénible pour moi de faire le festival. Et un 18 mai 2018, je me suis arrêtée sur la croisette et j'ai dit c'est fini. C'est plus moi, donc c'est fini. Pendant des années, tu travaillais au service du cinéma, dans le cinéma et au service du cinéma. Et au bout d'un moment, en fait, t'as bifurqué puisque tu travaillais dans l'événementiel pour le cinéma, mais surtout pour des marques. Est-ce que c'est pas aussi ça qui a joué dans ta perception des choses? Si, t'as raison. J'aimais raconter les histoires et donc j'aimais toujours dire à une marque, quand j'écoutais une marque qui me racontait ses objectifs, ses attentes, j'aimais m'intéresser à l'histoire déjà de la marque. Et j'essayais toujours de trouver des passerelles entre son histoire et celle qu'on pouvait imaginer, scénariser pendant le Festival de Cannes.
Parfois, ça a été compliqué parce que voilà, il y a des attentes de la part de la marque qui veut en fait simplement avoir l'opportunité de briller quelques jours sur la croisette. Et puis finalement, le cinéma, c'est pas du tout une prérogative. Moi, c'était toujours une déception parce que il y avait une vraie histoire qui pouvait commencer au Festival de Cannes, perdurer à l'année, continuer et revenir l'année suivante. Et finalement, non, la plupart des marques sont juste très, très opportunistes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a déçue. Est-ce que les marques, elles étaient aussi présentes dans les années 90 au festival? Non, pas du tout, non. Non, ça a beaucoup changé, effectivement. Après, le festival a besoin aussi de marques, hein, bien sûr, c'est important. C'est la façon dont on utilise, c'est pas un mot que j'aime pas utiliser, mais et puis le mot opportunité aussi est devenu maintenant très galvaudé, est devenu très négatif. Or, une opportunité, ça doit être joli. C'est saisir quelque chose. C'est comme la sérendipité. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là parce que ça veut dire que on va chercher quelque chose qu'on n'attendait pas. Et ça n'existe plus maintenant au Festival de Cannes. Dans les années 90, il y avait du budget et quelques idées. Là, on a beaucoup d'idées et plus du tout de budget, quoi. Moi, j'ai travaillé dans des choses, enfin, voilà, c'était ridicule. Et puis même, je me souviendrai toujours, j'ai failli faire une crise de nerfs un dimanche parce que ça faisait 3 semaines que je proposais des canapés blancs à des connasses à Paris qui ne savaient pas choisir un canapé blanc pour 10 jours d'événement, quoi. Incroyable. Enfin, on sentait la non-prise de décision une fois de plus. Et c'était tellement anecdotique par rapport à tout ce qu'on pouvait faire en plus de ce canapé blanc. C'est vrai que ça m'a désintéressée à un moment donné. J'ai refusé tout ça. Je me suis dit, je me reconnais plus, je ne vois plus ce que j'aime. Mais c'était aussi l'aboutissement de moi, de mal-être, hein. Il y avait aussi quelque chose derrière qui était très difficile. Je faisais un burn-out. Et donc, c'était devenu très pénible pour moi de me sentir faisant partie de cette euphorie. Qu'est-ce qui a créé ce burn-out? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tout d'un coup tu prennes ce recul, que tout d'un coup tu prennes conscience de tout ce qui n'allait pas? Parce que j'imagine que pendant des années tu as vécu ça finalement peut-être sans t'en rendre compte, parce que enfin comme nous tous, quand on travaille beaucoup, on oublie un peu de sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qui t'a permis finalement de sortir la tête de l'eau et de prendre conscience que ça allait plus et que ça correspondait plus à ce que tu voulais? Je sais qu'à un moment donné, je pleurais tous les jours et que toutes les semaines, je me disais, ça ira mieux la semaine prochaine. J'ai perdu beaucoup de poids. L'envie d'aller au bureau était compliquée. Et puis, c'est beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie professionnelle et personnelle au même moment, hein. Ça a été un cataclysme, hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, on ne sait pas ce qui nous arrive. On pense que ça ira mieux la fois d'après, la semaine suivante, et en fait, non. Et c'est une longue traversée du désert. Une fois qu'on réalise ce qui nous arrive, ça prend du temps aussi parce qu'il y a toute une phase de déni au début, parce qu'on s'accroche au fait que ça ira mieux la semaine prochaine, ça ira mieux la semaine prochaine. Après, il y a quelqu'un qui vous dit, je crois que tu as besoin d'aide, donc il faut déjà l'entendre aussi. Après, ça prend des semaines avant d'aller sur Google pour taper burn-out et se rendre compte que c'est une maladie et que ça existe et que effectivement les symptômes qui sont décrits, ce sont les vôtres. Donc une fois là, on passe maintenant à l'acceptation en fait. Et comment aller mieux. C'est très difficile. Donc on va prendre des outils, un accompagnement, une aide, mais on n'entend pas ce que les gens nous disent. Donc il faut ensuite vraiment écouter, comprendre, peut-être se faire dire les choses plusieurs fois avant qu'on comprenne que cette question est très importante puisqu'on nous la pose plusieurs fois, sans avoir les réponses au début, puis finalement trouver les réponses. C'est long, hein. C'est très long. C'est très long. Et puis dans tout ça, il y a la perte de l'envie. Moi, je pouvais même plus voir un film. Je pouvais plus voir un film parce que j'avais des pertes de mémoire et que rien ne m'intéressait. Pour ces 2 raisons-là. Je pouvais regarder 2 fois la même saison d'une série télé. Je me souvenais pas que je l'avais déjà vue 3 mois auparavant. Je n'allais plus au cinéma et même quand je regardais un film à la télé, ça ne m'intéressait plus. Au bout d'une demi-heure, je prenais mon téléphone portable. Ce qui m'était jamais arrivé. C'est tous ces détails qui vous arrivent
Donc quand on s'intéresse plus au cinéma, on s'intéresse encore moins à ceux qui font le cinéma. Tout ça est arrivé en plusieurs mois. J'ai même été en arrêt maladie plusieurs fois, ce qui m'était jamais arrivé. Donc au début, on refuse. Et puis après, quand on insiste, on se dit, bon, bah, si le médecin insiste, mon boss insiste, c'est qu'il faut que je prenne un arrêt maladie. Est-ce que finalement, c'est pas le fait d'avoir travaillé autant sans s'arrêter, parce que finalement, ces 10 années de collaboration à Cannes avec ADR, ça a été aussi, j'imagine, très intense. Est-ce que c'est le fait de ne pas s'être arrêté qui finalement, au bout d'un moment, a fait que ton corps a un peu lâché? C'est le fait de faire beaucoup de choses aussi. D'être trop sous pression. Ouais. Alors que je la gérais très très bien, je la refusais. Alors que je pouvais travailler, répondre aller sur WeChat à 7h du matin parce que Antoine était en Chine et qu'il fallait lui répondre à ce moment-là, lever mes enfants, amener Raphaël à l'école, arriver au bureau, avoir une vie normale, puis rentrer le soir, éventuellement les devoirs, ne pas être en retard, dîner, répondre aux mails qui arrivent des États-Unis parce que sinon on perd 24 heures. Entendre ses enfants vous dire « mais maman, lâche ton téléphone » et se rendre compte qu'effectivement, on n'arrête jamais. Et ce qui est un plaisir pendant des années devient une souffrance. Parce qu'on va répondre aux mails en n'ayant pas envie d'y répondre. C'est toute la différence. Moi, je répondais aux mails parce qu'il fallait que j'y réponde. Et là, tout d'un coup, je devais répondre aux mails alors que j'avais pas envie du tout, quoi. Je mettais en doute même mes capacités à les rédiger en anglais alors que je parlais anglais. Et on redoute, en faisant sa réponse, que si son boss est en copie, est-ce que c'est la bonne réponse qu'il faut faire? Quand le doute s'immisce dans un process de travail, ben, ça met tout par terre. Et un burn-out, c'est aussi une remise en question de la confiance qu'on a en soi. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, j'avais plus du tout confiance en moi, donc ça fait faire des erreurs. On cherche l'approbation constamment alors qu'on sait que normalement on a raison. Donc là, tout d'un coup, même vos collaborateurs vous regardent, mais pourquoi tu me poses la question? Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ah oui, mais on sait plus. On sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. J'ai traversé vraiment un moment on ne sait pas ce qui nous arrive. Moi, je me suis fait accompagner par un thérapeute et qui m'a donné les clés pour comprendre ce qui m'arrivait, pour déjà accepter ce qui m'arrivait et me donner les clés pour m'en sortir. Il m'a posé, pendant 6 séances, il m'a posé une question. Bah, évidemment, je parlais beaucoup, mais il y a une question qui revenait. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous ce soir? Pas de réponse. Semaine d'après. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous demain? Puis 3e séance, 4e. Et la 6e, on a la réponse. Et on commence à comprendre qu'il faut un peu de temps pour soi. Puis après, il m'a donné d'autres outils pour comprendre ce qui m'arrivait. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent, la théorie de l'échec, comment on vit professionnellement une réponse négative. On n'est pas responsable, mais tout d'un coup, on s'approprie cette culpabilité. Donc, comment affronter ça par rapport à sa direction? Alors que j'étais pas dans une grosse boîte, qu'on s'entendait bien, que j'avais vraiment cette relation aussi avec Antoine qui était très fluide depuis le début. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est enrayé aussi. J'avais raconté à un moment donné cette anecdote à Antoine en lui disant bah, « T'avais l'habitude d'une Ferrari qui t'attendait au péage. Là, j'ai pris une Fiat Panda, je suis sortie de l'autoroute et le problème, c'est que je suis pas du tout sûre d'avoir envie de retourner sur l'autoroute. Je suis sur les routes de campagne et ça me va bien, ce rythme-là. » Mais avant de pouvoir le verbaliser, avant de pouvoir dire tout ça, c'est long. Moi, ça a duré 2 ans. Hein. C'est très long. Et Morgane, si tu es d'accord, moi, je voudrais en profiter s'il y a des gens qui nous écoutent encore, qui m'écoutent encore. Autour de moi, beaucoup de gens vivent ça. C'est quelque chose qui est extrêmement douloureux et c'est surtout quelque chose qui est long. Je voudrais dire, ouais, j'ai eu des phases où je ne faisais rien, quand j'étais chez moi en arrêt maladie ou après, où je ne faisais rien. Et donc, on se dévalorise, on se dit, c'est terrible, je faisais tellement de choses avant et là, je n'arrive à rien faire. Et surtout, je ne veux rien faire. Ben, c'est pas grave. On peut s'accorder le fait que, assez bizarrement, après avoir eu une vie intense pendant des années, tout d'un coup, on n'a plus aucun ressort pour avancer. On est dans une espèce de cuvette, on est coincé. Ben, c'est pas grave, il faut en passer par là. Donc, je voudrais dire, ne culpabilisez pas. Et puis un jour,
vous aurez envie de vous maquiller ou de quitter ce jogging informe qui ne vous quitte pas depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, je ne sais pas. Ne serait-ce que de se dire, je vais faire du sport. Ouais, tout d'un coup, il y a une envie. Ah, j'ai envie de faire du sport, alors que ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu envie d'en faire. Ça va revenir. Faut accepter de l'aide. Moi, j'ai accepté d'être cette thérapie qui m'a fait un bien fou. Faut accepter aussi parfois d'user ou d'utiliser plutôt des antidépresseurs. Pour se sortir de ça aussi, ça peut aider à réguler les humeurs. Moi, je me souviens avoir eu des moments de désespoir, vraiment, à pleurer, en étant désespérée parce que je ne trouvais plus de solution à rien et puis après, ça va mieux. C'est ça qu'il faut se dire, surtout. Après, ça ira mieux. Un jour, il y a l'envie. Un jour, il y a un déclic. C'est long. On me l'avait dit au départ. Ce sera long. Ben, les gens avaient raison. Un jour, j'ai mis mes écouteurs et j'ai découvert que ça me permettait de ne pas parler aux gens parce que du coup, les gens ne s'adressaient plus à moi puisque j'avais des écouteurs, que ce soit sur une plage ou en marchant. Donc, ça me permettait, moi, de créer ma bulle. J'ai commencé à écouter de la musique sur Deezer et finalement à faire mes propres playlists et à m'intéresser à plein de musiques différentes. Et j'avais besoin de certaines musiques selon certains moments de ma vie quotidienne. J'avais besoin d'une certaine musique pour arriver au bureau, pour en partir, pour aller à mes séances, par exemple, comme un rituel. C'était très, très important pour moi. Ça l'est toujours, hein. Du coup, j'écoute de la musique tout le temps. On le dit pas assez souvent, mais c'est vrai que la musique, ça permet vraiment de changer de mode, en fait, et de mood. Je trouve que finalement, ça permet de déplacer ton esprit à un endroit où il a pas forcément envie d'aller tout seul. Ouais, exactement. Et puis même ça, moi, ça m'aidait aussi à réfléchir. Ou au contraire, à arrêter de réfléchir. Ouais, aussi. Finalement, c'était une déprime globale, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que c'est le fait de ne plus aimer le cinéma autant qu'avant qui a lancé ce début de burn-out? C'est la question, à quoi ça sert de faire tout ça? À quoi ça sert de faire tout ça? La vacuité. C'est-à-dire, plus rien n'a de sens. À quoi ça sert de faire tout ça pour quelqu'un qui finalement s'en fiche? C'est un micro-événement pour lui. C'est ça, je crois, qui m'a fait perdre l'envie. Ouais, je crois que c'est ça. Tout d'un coup, j'ai réalisé que m'investir autant pour des gens avec lesquels je ne partageais pas cette passion-là, finalement, oui, ça n'avait pas de sens. Et j'avais besoin de trouver du sens à ce que je faisais et pourquoi je le faisais et avec qui je le faisais. Tu me disais tout à l'heure justement qu'à 24 ans, tu avais 3 rêves et qu'à 30 ans que tu les avais réalisés. À ce moment-là, tu avais plus de rêves. Et finalement, aujourd'hui, est-ce que tu as de nouveau des rêves? Oui, aujourd'hui, j'ai des rêves. C'est vrai que ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'avais plus de rêves. Dans toute cette période-là, j'avais plus d'envie, plus. Et là, de nouveau, j'ai envie de rêver et j'ai des rêves, effectivement, maintenant. Ouais, je suis revenue à quelque chose de plus léger, ouais. Quelle a été finalement cette première envie que tu as eue qui t'a donné envie de rebouger, comme tu disais tout à l'heure, tu donnais cet exemple d'avoir envie, par exemple, de se remettre à faire du sport ou peu importe la première envie, il faut savoir la capter et puis utiliser ça comme mini moteur pour redémarrer. Ça a été quoi, toi, ton petit moteur de redémarrage? Ça a été un voyage à Marrakech. J'ai réussi à trouver le courage de quitter ma boîte. J'avais envie de partir. Je suis partie en vacances à Marrakech et le lendemain de mon arrivée, j'ai eu une envie, c'était de vivre à Marrakech. Je ne peux pas m'expliquer. J'étais dans une calèche parce que j'avais envie de découvrir Marrakech au rythme du cheval, quoi, une calèche. Et ce que j'ai vu, le parcours qu'a emprunté cet homme-là, ce jour-là, les explications qu'il m'a données gentiment, la douceur du temps, la lumière à Marrakech, je me suis dit à ce moment-là, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Il y a un truc qui m'appelle. Et j'ai passé une semaine sur un tapis volant à me dire, à aimer tout ce que je voyais, tout ce que j'observais, les odeurs, les parfums, la lumière, tout me plaisait. Alors, je me suis souvenu que j'étais née sur ce continent
Et oui, retour aux sources. Et que, voilà, avec Marrakech, c'était aussi un bon équilibre entre l'Europe et l'Afrique, que j'aime tant. Et là, je me suis écoutée. Je suis revenue 3 semaines après, en me disant, bon, allez, regarde si tu peux éventuellement bosser ici. Est-ce que c'était un caprice il y a 3 semaines? Et j'ai passé une semaine à être convaincue que je pouvais être heureuse à Marrakech. Je voudrais remercier d'ailleurs mon entourage familial parce qu'ils m'ont laissé partir. Je remercierai jamais assez le père de mes enfants et mes enfants et ma mère de m'avoir permis de partir parce qu'ils ont compris que de toute façon ils ne me convaincraient pas du contraire, mais ils m'ont laissé partir. J'avais besoin de ça à ce moment-là. Certains appellent ça le courage, d'autres l'inconscience, peut-être un peu des deux. Je savais où j'allais à Marrakech. Je savais pas ce que j'allais faire. Je savais pas ce que j'allais devenir. Je savais pas combien de temps je partais, mais j'avais besoin d'y aller. Et puis finalement, j'y suis toujours. Ça a pris un petit peu de temps, j'imagine, pour prendre tes repères déjà et puis pour aller mieux. J'imagine que tu as quand même pris du temps aussi là-bas pour te retrouver. Et ce qui m'a marqué dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que ça allait pas du tout et quand t'es allé là-bas, t'aimais tout. T'adorais tout, les odeurs, la lumière et donc passer de je n'aime rien à j'aime tout, j'imagine qu'il faut un peu de temps pour reprendre vie en fait, reprendre vie tout simplement. Ouais. Et j'ai aimé tout ce que Marrakech avait à offrir. J'ai cherché à la connaître mieux, à connaître les Marocains. Et c'est une ville de secrets en fait. Il faut constamment pousser une porte fermée, apprendre à dire bonjour, parler quelques mots d'arabe quand même. Je me suis fait mon Marrakech, c'est-à-dire mes bonnes adresses qui sont pas forcément celles qu'on trouve sur Instagram. Et je vois bien que mes amis sont venus régulièrement à Marrakech et je les ai emmenés justement à la découverte de mon Marrakech, celui qui m'a fait du bien. Hein. Je me suis rendu compte que voilà, cette ville m'a inspirée, cette ville m'a guérie, elle m'a soignée aussi. On n'est pas loin du désert, qui est quelque chose de très minéral et les pieds comme ça sur ce sol aride, c'est important aussi pour la tête. Puis je me suis intéressée vraiment à d'autres choses. Je me suis dit que dans cette troisième vie, je voulais être heureuse et pour l'instant c'est le cas. C'est vrai, c'est vraiment une troisième vie, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Alors c'est quoi ton cinéma à toi maintenant? Je suis dans la céramique, je me suis lancée dans la décoration. J'ai une opportunité géniale, c'est ma cousine qui est là et qui avait une maison qu'elle avait achetée quelques années auparavant, abandonnée. Et elle m'a appelé un jour en me disant, j'aime bien comment t'as décoré chez toi, est-ce que tu peux venir voir la maison? J'aimerais la remettre, l'aménager, la rénover et en faire une maison d'hôte. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et donc, j'ai commencé par un énorme chantier, en fait, parce que c'était pas juste de la déco, là, pour le coup. C'était construire une piscine, réaménager les pièces. Et elle m'a fait confiance et j'ai fait ce chantier avec elle. Et j'y ai pris goût. Et ensuite, j'ai fait une très belle rencontre avec un producteur de vaisselle. Et j'ai décidé de créer ma première collection de vaisselle. Et j'ai écouté personne, c'est-à-dire que je savais pas ce qui était tendance, les couleurs, les formes, peu importe. Je me suis écoutée, j'ai eu une envie et presque par défi, j'ai fait une petite collection et qui a marché. Et ça a été une déflagration. J'ai organisé un pop-up et j'ai appelé 17 marques que je connaissais sur Instagram ou que je connaissais un petit peu. Et j'ai eu 15 oui tout de suite. 15 marques qui avaient en commun des codes de premium, ou en tout cas des marques toutes made in Morocco, chic. Le fait que les gens ne savaient pas qui j'étais et donc me posaient des questions sur la vaisselle et disaient des choses plutôt gentilles. Et là, tout d'un coup, j'ai eu les larmes aux yeux. La première fois que quelqu'un m'a dit c'est super joli, et qu'elle a voulu acheter cette vaisselle, ça a été extraordinaire pour moi. Il y avait personne au-dessus de moi qui m'avait dit ne fais pas ci, fais pas ça, pourquoi tu la fais pas comme ci, pourquoi tu la fais pas comme ça, etc. En fait, je m'étais écoutée. Alors après, je me suis intéressée aux arts de la table et j'ai fait 3 mois de recherche et pour comprendre les fabricants, le laiton,
le bois et définir aussi ce qui allait être le fil rouge de ce que j'allais faire. Et assez vite, ce qui s'est imposé à moi, c'est que je voulais faire du fait main. L'artisanat, c'est quelque chose que j'ai découvert ici. Donc, tout ce que je fais ici est fait à la main. Et de me rendre compte que quand on voyage et dans des pays qui ont un artisanat très fort, local, comme je sais pas, je prends pour exemple Bali ou le Mexique ou donc le Maroc, on ramène des choses dans ses valises et quand on les déballe chez soi, de retour en Europe, on se rend compte que ça va pas forcément toujours avec ce qu'on a déjà dans nos placards. Donc moi j'essaye de les transformer, ces petites choses qui viennent du Maroc et qui sont magnifiques pour que justement elles intègrent plus facilement vos placards. Donc on peut dire aujourd'hui que ton métier finalement c'est décoratrice ? Oui, oui. Alors j'ai évidemment le syndrome de l'imposteur, vous savez ce fameux syndrome de mais j'en ai jamais fait avant, mais ça je l'ai réglé là, ça y est, je l'ai réglé. Et là je fais de la décoration intérieure aussi pour un campement dans le désert que j'adore, qui s'appelle Quart des Étoiles. Et Pierre-Yves Marais m'a fait confiance en novembre et m'a demandé d'imaginer la déco de 2 nouveaux lodges qu'il construisait. Et j'avais une page vierge. Donc j'aimais déjà beaucoup cet endroit et voilà, on a travaillé ensemble et j'ai adoré. J'ai tout fait faire sur mesure, tout. Je n'ai rien acheté. Et alors, ce que j'adore, c'est le nom de ta société, en fait. Parce que maintenant, tu as donc ta propre société. Et c'est ta marque. Et donc, ça s'appelle Madame Rêve. Ouais, Madame Rêve à Marrakech. Comme la chanson de Bachoum. Ouais. Parce que j'écoute beaucoup de musique. C'est quelque chose qui a été très important aussi pendant des années, là, quand j'allais pas bien du tout. La musique m'a beaucoup aidée. J'écoute Bachoum et j'écoute cette chanson. Et là, je me dis, c'est évident, c'est Madame Rêve. J'ai envie de te poser comme question, quel est ton prochain rêve ? C'est que cette marque, elle voyage, que Madame Rêve à Marrakech, elle voyage loin, longtemps, que ce soit une réussite. Donc, je fais tout pour que ça marche dans des conditions difficiles, avec une année compliquée. De pouvoir exporter tes céramiques, ton fait main. Aujourd'hui, c'est compliqué effectivement de travailler avec l'étranger, de travailler tout court déjà, travailler avec l'étranger encore plus. Donc aujourd'hui, on contacte Madame Rêve à Marrakech pour décorer un hôtel, une maison de particuliers, faire des collaborations artistiques. Oui. Éventuellement décorer un événement. On me l'a demandé. On peut dire joliment que là, dans cette 3e vie, c'est un peu la somme de mes expériences, tu vois. Voilà. Et puis, j'apprends encore. Avec tout ce que tu sais aujourd'hui à 50 ans, si tu recommençais ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais ? Je ferais attention à moi. Tu prendrais plus de temps pour toi dans ta vie perso ? Je m'écouterais, je ferais plus attention à moi. Super. Bah écoute, merci. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi, Morgane. Merci pour ce très bon moment avec toi. On vit plusieurs vies dans une vie. On a à plusieurs reprises des changements de cap. Parfois, on se perd aussi. Ce sont les chapitres de notre histoire. Le tout est d'accepter le chemin et notre transformation pour pouvoir nous retrouver profondément alignés avec notre être. Lors de cette conversation avec Corinne, j'ai donc récolté pour vous plusieurs petites clés que je vous invite à mettre en pratique ces prochains jours. 1. Il faut savoir persévérer car parfois ça ne tient à pas grand-chose. La vie a ça de magique que si nous avons vraiment envie de quelque chose en particulier, à force de travail, de remise en question et d'ouverture aux autres, nous avons des chances de parvenir à nos fins. 2. Le burn-out, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et parfois, sans même s'en rendre compte, nous entrons en dépression. Les signes, une émotivité à fleur de peau, une grande fatigue, un besoin de s'isoler des autres et un trop-plein de responsabilités. Il s'agit donc de prendre du recul et d'écouter les alertes que nos proches aussi nous envoient. 3. Une phrase choc. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous aujourd'hui ? Chaque jour, s'autoriser un moment pour soi. Cela peut être simplement de faire attention à son corps en prenant 20 minutes de plus dans la salle de bain ou de regarder un bon film, d'appeler son meilleur ami ou d'écouter un podcast. 4. Ne rien vouloir faire, c'est pas grave. Le burn-out, c'est long, nous dit Corinne. Il faut donc laisser le temps au temps pour aller mieux et surtout, ne pas culpabiliser chaque jour. Et dès que nous ressentons une envie, quelle qu'elle soit,
savoir l'utiliser comme moteur pour avancer tout doucement vers plus de douceur. 5. Écouter de la musique pour convaincre notre esprit d'aller à un endroit où il n'a pas forcément envie d'aller. La musique nous emporte dans nos souvenirs. Chaque son est une vibration qui va conduire à une émotion particulière, propre à chacun. Plusieurs études cliniques ont prouvé qu'une mélodie calme accompagne notre corps vers un état de tranquillité. Ne pas hésiter donc à se mettre dans sa bulle en écoutant de la musique pour s'évader et changer notre état d'esprit actuel. 6. Quand ça ne va pas, il s'agit de baisser les armes et d'aller là où vos souvenirs sont heureux. Pour se recentrer, se retrouver, rien de tel qu'un retour aux sources. Retourner chez nos parents, ou dans cette maison dans laquelle nous avons grandi, ou encore dans un lieu qui nous a toujours fait du bien. Et pour finir, cette semaine, je vous invite à prendre chaque jour 20 minutes juste pour vous. Pas 20 minutes sur les réseaux sociaux, ni 20 minutes à réfléchir à la réponse que vous allez donner à l'email que vous venez de recevoir, ni 20 minutes à regarder la télé pour passer le temps, mais bien 20 minutes pour vous faire du bien tous les jours de cette semaine. Prenez un bain, appelez un copain, écoutez de la musique, faites un gâteau, peu importe, mais ne faites que ça pendant 20 minutes. Vivez le moment présent et savourez. Et pour être sûr de ne pas oublier toutes ces astuces, contactez-moi sur Instagram, @provoque_podcast ou par email, provoquepodcast@gmail.com afin de recevoir la newsletter. J'espère que les petites clés récoltées aujourd'hui vous aideront à prendre l'élan nécessaire pour aller là où vous avez envie d'aller, pour devenir ce que vous voulez être au plus profond de vous, pour être tout simplement plus heureux. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout où cela vous est possible et parlez-en autour de vous. Sachez que c'est grâce à vos actions que je pourrai continuer l'aventure Provoque. Alors pensez aussi à ajouter un chouette commentaire et à m'envoyer vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir le premier épisode de Provoque qui vous explique qui je suis et ce pourquoi j'ai créé ce podcast. Merci à tous et rendez-vous dans le prochain épisode.